OK. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation de notre conférencier. Amolga Mazekerte est juriste et analyste politique. Il est d'origine tchadienne. Il s'intéresse à l'évolution politique de ce pays et de certains enjeux des droits humains. Il a à son actif plusieurs publications, notamment en 2015 un ouvrage sur l'affaire Hissène Habré. Cet ouvrage a été nominé au prix Cherif Bassiouni de 2019 de l'Association internationale de droit pénal. À travers son blog justiceenaction.com, il publie et fait publier des billets de blog sur des sujets de droit et de gouvernance, sur la situation du Tchad, entre autres. Après des études de master en droit de l'homme et action humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale et de master en gouvernance et intégration régionale de l'Université panafricaine, il poursuit des recherches doctorales en droit à l'Université Laval, où il est également assistant d'enseignement. Azé est aussi membre étudiant doctorant du CIRAM et il est très actif dans les différentes activités que nous programmons, que nous organisons. Chers collègues, chers amis, je te donne la parole pour 30 à 35 minutes de présentation et après, on va discuter de ta présentation. À toi la parole, Azé. Bonjour Nidal, bonjour tout le monde et merci de me passer la parole. Et surtout, merci pour cette invitation parce que tu as insisté pour que je puisse faire cette conférence qui est d'ailleurs d'actualité parce que la transition politique tchadienne est en cours. Et donc, sur les perspectives, on va rester un peu ouvert vers la fin. Mais je suis vraiment très content de parler du Tchad avec ces publics-là. J'aurais aimé que les Tchadiens soient là, mais apparemment, ils ne peuvent pas se connecter à cause de la restriction liée au lien. Mais comme on l'enregistre, on pourra le partager pour tout le monde après. Donc, sans trop tarder, là, il faut que tu m'autorises à partager mon écran parce que j'ai un PowerPoint que je voudrais faire passer. Je vais essayer de le faire. OK. Moi et la technologie, ça fait deux. Je sais pas comment faire, hein. Écran partagé. Alors, va un peu sur là où tu me regardes, tu cliques sur les petits points, les trois petits points. OK. Et je crois que ça devrait t'afficher des options. Autoriser l'enregistrement, nommer co-hôte. Ah, je devrais te nommer, je pense, co-hôte. Comme ça, tu pourras… Oui. Ça, hein? Exact. Oui. Okay. Oui. Parfait. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, exactement. Exactement. Là, tu es co-hôte, donc je pense que tu pourras partager ton écran. OK. Merci. Ouais, c'est beau. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Là, je le mets en plein écran. Alors, le sujet de ma présentation, c'est transition politique au Tchad, enjeux politiques et juridiques. En fait, le Tchad est actuellement en situation de transition politique suite au décès de son ex-président Idriss Déby Itno. Et donc, il y a comme on dit situation de transition parce que son fils l'a remplacé et il y a des tractations, il y a une charte qui a été adoptée. Et donc, le processus devrait durer entre 18 et 3 ans, entre 18 mois et 3 ans, mais on le verra beaucoup plus en détail. Donc, ça, c'est juste pour fixer le cadre de cette transition depuis le décès de Déby en avril 2021. Alors, ma présentation ne sera pas linéaire parce que c'est vrai que c'est intitulé « Enjeux juridiques et politiques », mais en fait, il n'y aura pas une partie enjeux juridiques ou une partie enjeux politiques, mais les deux sont imbriqués. Donc, on va juste les rencontrer au fur et à mesure de la présentation. Et donc, pour mieux fixer le cadre, je vais commencer par parler de la création du Tchad. Donc, comment est-ce que l'État du Tchad s'est formé historiquement? Parce qu'après, ça permet de comprendre un peu la situation aujourd'hui et surtout un peu son passé récent. Je vais également mentionner les gouvernements postcoloniaux et donc leurs caractéristiques. Tout ça dans l'optique de comprendre donc, la situation actuelle. Et je vais donc terminer par la transition politique qui est en cours depuis avril 2021. Alors, la création du Tchad. Alors, le Tchad, en fait, c'était les Tchad ou bien les pays du Tchad avant la colonisation française.
Donc là, on parle d'avant le XXe siècle, donc avant les années 1900. Il existait des pays du Tchad parce que c'était des regroupements, c'était des États et des micro-États qui avaient leur propre territoire, leur propre système de gouvernement, leur propre population, et donc qui avaient un certain fonctionnement et qui existait déjà. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte que je vous présente, donc avant la tracée des frontières de la colonisation, il existait donc ces royaumes-là que vous pouvez voir, le Tibesti, le Bourgou, l'Enedi, entre autres, le Kanem, et donc le Wadaï. Tous ces regroupements, c'était des États, ou bien plutôt des micro-États qui existaient et qui vivaient, enfin qui avaient leur propre mode. La plupart, c'était des monarchies, en fait. C'était des gouvernements monarchiques et qui avaient leur organisation et qui entretenaient des rapports également les uns avec les autres. Parfois des rapports conflictuels, parfois des rapports de coopération, ben, comme naturellement tout État donc avant cette colonisation. Et donc, ensuite vient donc la colonisation. La colonisation vient regrouper les différents pays du Tchad pour en faire un seul Tchad et sous administration coloniale. Donc, la conquête française s'est faite entre 1900 et 1914 et donc qui établit donc ce nouvel État qu'on va appeler le Tchad et qui regroupe les différents pays du Tchad en un seul. Et donc, vous allez voir, par exemple, la tracée des frontières s'est faite vraiment progressivement. Vous allez voir ici, par exemple, ça, c'est la frontière avec le Niger et le Nigeria. Cette frontière-là est tracée en 1930. Celle-là en 1919, une autre ici en 1936 et une autre ici en 1924. Et donc, les acteurs principaux de cette tracée de frontières, ce sont les États occidentaux qui déjà à la conférence de Berlin dans les années 1800 se sont partagés l'Afrique et au fur et à mesure qu'ils se rencontraient sur le terrain de la conquête, et donc ils discutaient et ils établissaient des traités de partage du territoire. Donc c'est principalement entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France que le partage du Tchad va se faire, mais le Tchad est sous administration bien sûr coloniale française. Et donc le Tchad subit la domination coloniale française donc de 1900 jusqu'à 1960, parce que c'est en 1960 que le Tchad va accéder à l'indépendance. Et cette administration, bien sûr, elle est basée sur l'exploitation. Donc, l'exploitation humaine, l'exploitation des richesses, et un gouvernement impérial, un gouvernement donc, qui impose sans partage sa volonté, cette domination française. Et donc, jusqu'à 1960, je crois que j'ai peut-être sauté une page. Non. Et donc, jusqu'à 1960, on va donc aboutir à la création du Tchad. Je reviens juste en arrière pour marquer. Le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance. Et donc, l'État tchadien en tant que tel, la République du Tchad, va accéder à la souveraineté internationale et donc va devenir un État tout à fait indépendant. Mais sans oublier que par le passé, c'était les États du Tchad qui finalement s'y retrouvent donc regroupés. Et cela va expliquer en fait les événements qui vont arriver par la suite. Et donc cette administration, cette nouvelle administration tchadienne, ce nouvel État tchadien sera basé un peu sur la formule coloniale, hein, un État centralisé et donc qui gouverne tous les autres États. Donc c'est ce système-là qui hérite en fait les différents gouvernements tchadiens qui vont se succéder. Et donc, nous allons très rapidement regarder les différents gouvernements, dont celui de Ngarta Tomanbaye, qui est le premier président, de Félix Maloum, de Goukouni Wadey, d'Issenabré et d'Idriss Déby. Et nous allons donc faire ressortir les caractéristiques de ces différents gouvernements. Alors, Ngarta Tomanbaye, c'est le premier président du Tchad. Et donc, dès l'indépendance, il est proclamé président. Il était déjà très impliqué en politique. En fait, c'est un instituteur, et donc qui était déjà très impliqué en politique dans ce qu'on appelle le Parti progressiste tchadien. Ça, c'est bien avant les indépendances, qui avait une implication dans l'Assemblée territoriale parce que le Tchad faisait partie du territoire français d'outre-mer. Et donc, il faisait partie de cette Assemblée territoriale et du Grand Conseil de l'AEF. Et donc, au moment des indépendances,
il est désigné par André Malraux, par le gouvernement français, en tant que président de la République du Tchad. Et après, il sera réélu 2 fois, en 62 et en 69. Alors, très vite, Ngarta Tobalbaye, malgré qu'il est élu, va succomber à une dérive dictatoriale. Donc, il va imposer un gouvernement dictatorial. Il va commencer à arrêter les opposants politiques et surtout ceux du Nord. Donc, sa répression, elle est beaucoup plus intensifiée sur la population du Nord du Tchad. Lui-même, il est originaire du Sud du Tchad. Et donc, il réprime beaucoup plus cette population qui est du Nord du Tchad et qui est plus musulmane, alors que la population du Sud du Tchad, elle est plus animiste et chrétienne. Donc, il y aura cette répression. Une administration militaire sera également établie au Nord, donc au BET. Et Ngarta va créer au sein de l'armée tchadienne, donc de l'armée nationale, il va créer ce qu'on appelle un groupement des compagnies tchadiennes de sécurité. En fait, ici, c'est comme une armée dans une armée qui a pour objectif principal de protéger, disons, le pouvoir de l'État, donc de protéger sa personne, protéger ses propres intérêts. Et il bâtit donc une sorte de gouvernement ethnique, parce que la majorité de ces cadres-là qu'il va nommer sont des gens de sa propre ethnie, à savoir les Sahara. Et il va exercer donc, à travers le reste du Tchad, une répression sur ceux qui s'opposent à son pouvoir. À un moment donné, il va transformer le Parti progressiste tchadien en mouvement national de la révolution culturelle et sociale. Et donc, l'objectif de ce mouvement-là, il appelle ça le retour aux sources. Il crée comme une politique de retour aux sources et il impose sa propre culture au reste du Tchad. Parce qu'il y a dans sa culture, les Sahara, ils ont ce qu'ils appellent le yondo. Donc, c'est une culture initiatique où on prend les jeunes, on les amène à l'initiation, on les forme et après, quand ils reviennent, ils deviennent des hommes. Et donc, il applique, il étend cette pratique à toutes les autres régions du Tchad qui ne partageaient pas cette même culture-là. Donc, on voit ici déjà la ressemblance un peu avec le gouvernement colonial, à savoir la domination culturelle qu'il réplique un peu sur les autres groupes du Tchad. Alors, les militaires, donc les autres membres de l'armée qui seront lésés, parce que comme il a créé ce qu'on appelle les compagnies tchadiennes de sécurité, qui est sa propre garde présidentielle, les autres membres de l'armée seront lésés et donc vont se révolter. Ils vont se révolter et ils vont commettre un coup d'État le 13 avril 1975. Donc, Ngarta sera tué. Et avant de mourir, il va prononcer ce qu'on appelle un peu un sort. Il va lancer un sort sur le Tchad. En fait, il dit que vous pouvez me tuer, mais celui qui dirigera le Tchad n'est pas encore né. Si jamais moi, Tomalbaye, je ne suis plus le président du Tchad, il y aura plusieurs présidents. Du 1er au 4e, ceux-là connaîtront un sort que personne de vous, Tchadiens, n'oubliera. Le 5e, par contre, sera le président de la République du Tchad. Donc, il lance comme un sort sur le reste du Tchad une sorte de malédiction sur le reste du Tchad. Mais à sa mort, il est remplacé par Félix Maloum. Et Félix Maloum, c'était déjà un de ses proches déjà dans l'armée et qui était très proche de lui. Donc, Félix Maloum va prendre le pouvoir. Lui, il est membre de l'armée, c'est un militaire formé, aguerri. Et il va former avec d'autres membres de l'armée ce qu'on appelle le groupement des forces armées tchadiennes. Ils vont mettre en place un conseil supérieur militaire, mais ils n'ont pas réellement un projet politique pour le Tchad. Donc, il y a comme une confusion qui ne va à rien. Mais le point positif avec Félix Maloum, c'est qu'il a pratiqué ce qu'on appelle la politique de la main tendue vis-à-vis du Frolina. Le Frolina, c'est le Front de libération nationale, qui en fait est un groupe qui s'est formé, c'est une rébellion qui s'est formée au nord du Tchad, quand Ngarta a commencé, quand le premier président réprimait la population du Nord. Donc, le Frolina s'est formé et le Frolina avait une politique séparatiste, une volonté de venir conquérir le pouvoir. Et donc, quand Félix Maloum arrive, il essaye de tendre la main et d'établir une coopération avec le Frolina. Donc, un des principaux membres du Frolina, qui est Issé Nabré, celui que j'abrège ici, HH, et qui est établi au Soudan, va rentrer au Tchad. Il sera nommé Premier ministre par Félix Maloum et Félix Maloum lui-même sera président du Tchad.
Mais sauf qu'ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Hissène Habré, lui, il avait ses propres armes. Il avait les FAN, les forces armées du Nord qui étaient avec lui. Et donc, il y aura un affrontement entre les deux groupes. Et finalement, le Frolina, les autres membres du Frolina, à savoir Goukouni Wadé, parce que ici, le Frolina, donc, que j'ai nommé le Front de Libération Nationale, est formé de plusieurs autres groupes, groupuscules, dont celui de Hissène Habré et de Goukouni Wadé. Donc, Goukouni Wadé va voler au secours de Hissène Habré, les deux vont combattre Maloum, et finalement, Maloum va laisser le pouvoir, et pendant une certaine période, c'est Goukouni Wadé qui va prendre le pouvoir et qui va diriger le Tchad. Mais déjà dans la capitale, il y avait plusieurs groupuscules militaires, donc plusieurs rébellions se sont formées. Bref, la conquête du pouvoir par les armes était déjà devenue comme la règle dès la mort de Ngarta Toumalbaye. Et donc, plusieurs groupes militaires vont se former, des accords vont s'établir, mais ils ne s'entendent pas toujours. Et finalement, Goukouni Wadé et Hissène Habré eux-mêmes vont s'affronter. Et Goukouni Wadé va s'enfuir et Hissène Habré sera victorieux. L'une des raisons de la chute de Goukouni Wadé, c'est que il avait conclu un accord avec la Libye, une sorte d'accord d'annexion du Tchad à la Libye, parce que la Libye occupait déjà une partie du nord du Tchad depuis 1973, et réclamait, Gaddafi avait une politique expansionniste, et Goukouni Wadé, qui dirigeait entre-temps le gouvernement d'union nationale, va établir cet accord-là de fusion, et donc il va l'affaiblir vis-à-vis de la population tchadienne. Donc, les troupes de Hissène Habré vont se grossir. Le nombre de ses sympathisants et de ses militants et des militaires et des rebelles vont s'augmenter, et donc ils vont affronter Goukouni Wadé, qui va finalement céder le pouvoir à Hissène Habré, qui prend le pouvoir le 7 juin 1982. Alors, Hissène Habré, lorsqu'il prend le pouvoir, il suscite un peu de l'espoir vis-à-vis de la population, parce que la population espérait un nouvel élan de bonne gouvernance, de démocratisation. Et quand il arrive effectivement, il transforme les FAN en une union républicaine dans l'idée de coaliser toute la population tchadienne. Sauf que pour défaut, Hissène Habré crée la DDS, qui est la Direction de la documentation et de la sécurité, qui ressemble à ce que Ngarta Toumalbaye avait déjà créé, qui est une armée dans une armée, une sorte de police politique, et qui traque tous les opposants. Donc, on avait un parti unique et on avait une répression vraiment très, très violente. Et Hissène Habré, d'ailleurs, si vous avez suivi le procès Hissène Habré, on lui reproche plus de 40 000 morts, plus de 40 000 personnes tuées, des crimes de torture, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et tout. Mais l'un des points positifs de Hissène Habré, c'est qu'il a combattu la Libye, il a combattu la Libye de Gaddafi qui voulait annexer le Tchad. Et finalement, il est sorti victorieux de cette guerre-là. Donc, d'une certaine façon, c'est un héros aux yeux des Tchadiens. Alors, après Hissène Habré, c'est Idriss Déby qui prend le pouvoir. Et on a le même scénario. Idriss Déby, c'était déjà un membre des FAN, donc un proche d'Hissène Habré. Il était même chef d'état-major adjoint de l'armée d'Hissène Habré. Et lorsque Hissène Habré prend le pouvoir, en 1989, Idriss Déby se rebelle, il part en rébellion, et en décembre, il revient renverser Hissène Habré. Donc, vous remarquerez que en fait, le Tchad, c'est une succession de rébellions et de prises de pouvoir par la force finale. Donc, Idriss Déby vient, il apporte la démocratie, il tient un très beau discours, il dit « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais je vous apporte la démocratie », il instaure le multipartisme. Et sous Idriss Déby, la conférence nationale souveraine sera organisée et qui regroupe toutes les parties du Tchad. Sauf que Idriss Déby manquait un peu de franchise, parce que finalement, sa démocratie, il n'y aura jamais eu d'alternance politique. Donc, le MPS, qui est son mouvement politico-militaire, va rien sans partage, le mouvement patriotique du Sali, va rien sans partage jusqu'à son décès tout récemment, en avril 2021. Et donc, il crée ce qu'on appelle l'ANS, c'est aussi une police politique, et la DGSI, qui est une armée dans une armée. Et comme Toumalbaye, qui avait déjà créé les compagnies tchadiennes de sécurité, même scénario, donc une armée dans une armée qui est chargée de pérenniser son pouvoir en quelque sorte. Donc là, je termine avec ces passés des différents gouvernements qui se sont succédés au Tchad.
Et ça nous permet en fait de fixer ou bien de saisir globalement la trajectoire politique du Tchad et de comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui. Donc, de ces gouvernements qui se sont succédés, la caractéristique commune, c'est quoi? Il y a l'instauration du privilège ethnique. Donc, à chaque fois qu'un président remplace un autre, en fait, le pouvoir, il privilégie son ethnie, sa communauté au pouvoir. Donc, ils occupent les grands postes, les postes de l'armée, ils se partagent les ressources de l'État. Et donc, c'est une gouvernance vraiment ethnique qui est établie. Et il y a également l'instauration d'un parti unique à chaque fois. Avec Idriss Déby, il y aura un multipartisme, mais en réalité, c'est une forme de parti unique parce que le MPS, qui est le parti État, utilise les moyens de l'État pour battre campagne et pour contrôler en fait les autres partis politiques. Nous remarquons également une police spéciale pour chacun de ces gouvernements et une sorte de réplique coloniale. Finalement, les différents gouvernements qui vont se succéder sont une forme c'est une nouvelle forme de colonisation en fait, parce que finalement, c'est un groupe ethnique qui récupère le pouvoir, qui récupère et qui essaye de dominer sur le reste. Parce que, rappelez-vous, le Tchad, c'est un État, ce sont plusieurs États qui sont réunis ensemble, avec plusieurs groupes ethniques. Mais à chaque fois qu'une de ces ethnies accède au pouvoir, elle établit un gouvernement ethnique, enfin, c'est une réplique coloniale, en fait, et qui essaye donc de dominer sur le reste des Tchadiens. Alors, aujourd'hui, on en est donc à une transition. Une transition, pourquoi? Parce que Idriss Déby meurt tragiquement au front, parce qu'il y avait une guerre entre les forces armées tchadiennes et les FACT, qui est une rébellion qui vient de la Libye. Et durant le combat, Idriss Déby est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas encore les circonstances de son décès, mais la version officielle, c'est qu'il a été tué par les éléments du FACT. Ça, c'est la version officielle. Mais il y a d'autres versions qui disent qu'il a été en fait exécuté par les siens, et donc ça serait un coup d'État. Mais qu'à cela ne tienne, à son décès, le Conseil militaire de transition se forme. Donc, ce sont des généraux qui se regroupent, 15 généraux se regroupent, et à la tête de ce conseil militaire se trouve le fils d'Idriss Déby qui s'appelle Mamad Kaka, donc Mamad Idriss Déby. C'est lui qui est le chef de ce conseil militaire de transition et qui est déclaré président de la République par la charte. Donc, président du conseil militaire et par la suite président de la République. Et cela en violation de la Constitution qui prévoyait qu'en cas d'indisposition du président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui devrait assurer la période de transition et organiser les élections. Donc, on bafoue cette Constitution et par les armes encore, le fils, Mamad Kaka, accède au pouvoir avec le soutien des autres militaires, des autres généraux de l'armée. L'Assemblée est dissoute, le gouvernement également est dissous, donc le gouvernement est également dissous, mais après réhabilité par la suite, lorsque Mamad Kaka s'est assuré le contrôle de l'ensemble du système, donc il réhabilite l'Assemblée nationale et met en place un gouvernement de transition. Et lors de la prise de son pouvoir, Mamad Kaka bénéficie du soutien de la France parce qu'Emmanuel Macron se rend personnellement aux obsèques d'Idriss Déby et il fait une déclaration de soutien à Mamad Kaka. Et c'est pratiquement le même discours qui sera repris par l'Union africaine et qui dit finalement qu'il n'y a pas eu coup d'État, qu'Idriss Déby a été assassiné et qu'il est normal que son fils soit au pouvoir. Mais il y a eu comme une opposition de la société civile et des partis politiques qui ont dénoncé une dévolution monarchique du pouvoir. Et donc, Mamad Kaka, quand il prend le pouvoir, il poursuit la guerre contre le FACT, donc la rébellion qui aurait tué son père, et il affaiblit considérablement cette rébellion-là. Et une fois rentré au Tchad, donc, il consolide son pouvoir. Il consolide son pouvoir. Et les marches de la population ont été violemment réprimées. La première marche du 27 avril, donc sous le CMT, le Conseil militaire de transition, a fait plusieurs morts, plusieurs cas de torture, des arrestations, des disparitions. Donc, il y a plusieurs crimes, et même qualifiés de crimes contre l'humanité, et parfois de crimes de guerre qui sont reprochés à ces CMT-là. Alors, est-ce qu'il y a une réelle volonté de démocratisation du Tchad? Donc, le Conseil militaire de transition décide donc d'instaurer ce qu'on appelle le dialogue
un dialogue national inclusif. Mais malheureusement, la sélection des personnes ou bien des acteurs de ces dialogues-là se limite, disons, aux personnes pro ou bien en majorité pro-CMT, donc pour la pérennisation du pouvoir. Et les plus farouches opposants sont simplement écartés, ne sont pas consultés, parce qu'ils réclament la modification de cette charte afin de limiter les pouvoirs du CMT et afin de mettre en place un gouvernement civilo-militaire. Donc, ce que réclame l'opposition, c'est de mettre en place un gouvernement civilo-militaire, donc un président civil avec peut-être un vice-président militaire et qui est chargé d'organiser assez rapidement les élections et passer le pouvoir à la prochaine génération. Donc, la transition, d'après la charte, devrait normalement durer 18 mois. Tout porte à croire, les choix du CMT ne permettent pas de conclure qu'il y aura vraiment une transition démocratique, malheureusement. Donc, la charte n'est pas modifiée. Mamad Kaka détient toujours tous les pouvoirs, quasiment tous les pouvoirs. Et c'est lui qui est le président de la République, le chef de l'armée. C'est lui qui mettra en place le Conseil national de transition, qui est une forme d'assemblée nationale de transition. Bref, tous les pouvoirs étant regroupés entre ses mains, il est difficile d'envisager une transition démocratique pour le Tchad. Alors, quels sont les défis pour le processus actuellement? Premièrement, la volonté politique, parce que ça prend un homme qui aide la volonté politique et qui veuille mettre en place un système démocratique. Ça ne semble pas vraiment être le cas maintenant. Actuellement, c'est vraiment la force militaire qui est privilégiée, c'est la guerre, parce que N'Djamena actuellement est en train d'être transformé en un champ de guerre parce qu'il y a des tranchées qui sont en train d'être bâties. Et donc, c'est comme si on préparait la guerre. Et en même temps, les forces politico-militaires, eux, puisqu'on ne laisse pas une autre option, Déby lui-même, il est resté au pouvoir, il aurait même déclaré qu'il est venu par les armes et donc il ne partirait que par les armes. Et donc, ça ne laisse aucune autre option que la lutte militaire. Donc, c'est difficile d'envisager un processus démocratique et les affrontements militaires avec les rébellions, la création de multiples. D'ailleurs, je crois que c'était le 19 septembre, il y a juste quelques jours, un autre groupe militaire vient de se former. Je ne me rappelle plus du nom, mais voilà. Donc, ça s'ajoute à la longue liste des différents groupes militaires qui existent et qui existaient au Tchad. Donc, on risque encore de vivre d'autres années de guerre au Tchad, malheureusement. Alors, comment sortir de la spirale de la violence? Ce n'est pas pour demain, sauf s'il y a une réelle volonté politique d'instaurer une démocratie et que cette transition aboutit à des élections libres et transparentes, ce qui ne semble pas vraisemblablement être le cas. Alors, clanisme, ethnicisme et unité nationale. Alors, ça aussi, c'est un véritable défi pour le Tchad, parce que comme nous l'avons vu, il existait déjà des États tchadiens qui finalement ont formé ce qu'on appelle l'État du Tchad aujourd'hui. Et il y a toujours cette allégeance vis-à-vis de l'ethnie, du clan qui existe. Et cette allégeance-là, elle est très forte, parce que parfois, elle est même plus forte que l'allégeance nationale, l'allégeance républicaine, que l'identité nationale, l'identité républicaine. Et donc, c'est une question à traiter. Peut-être qu'il faut instaurer un système de gouvernance qui prenne en compte ces différences ethniques ou bien ces micro-États, ces différents États qui existaient avant. Il y a beaucoup de personnes qui envisagent plutôt un système fédéral qui serait comme une solution au lieu d'un État unitaire hérité de la colonisation et qui domine sur les autres clans. Donc, peut-être que le fédéralisme sera une meilleure solution de sortie de cet ethnicisme du Tchad. Alors, la question sécuritaire. Le Tchad est à la fois une source de sécurité actuellement pour le Sahel, mais également une source d'insécurité, parce qu'au Tchad, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de bandes armées. C'est vrai que le gouvernement qui hérite de Déby, sa force militaire, sa stratégie et tout, détient des armes et a une expérience de guerre, et donc il permet d'établir une certaine stabilité. Mais le Tchad est à la fois une source sécuritaire, mais très fragile, et en réalité une source d'insécurité même, parce que si les choses bougent, parce que le futur n'est pas certain. Si les choses bougent, on risque encore d'assister à des affrontements, donc à une fragilisation de la région.
et avec peut-être le renforcement de Boko Haram, donc des groupes terroristes qui pourraient en profiter. Donc, dernier point, il y a le paternalisme français qui est également un défi à relever par le Tchad. Alors, comment s'en débarrasser? Ça partirait également d'une volonté politique du gouvernant. La Centrafrique et le Mali essayent, mais la présence militaire française, elle est toujours là au Tchad et elle joue un rôle quasiment capital dans la succession du pouvoir. Donc, c'est quasiment la France qui décide de qui prend le pouvoir, de qui garde le pouvoir. Et donc, ces paternalismes-là, on ne pourra s'en débarrasser que s'il y a une réelle volonté politique et une démocratisation qui prenne en compte la volonté nationale de tous les groupes du Tchad. Et donc, transition politique, oui, mais vers quoi? Alors, incertitude. Est-ce qu'on va avoir des élections transparentes? Ça ne semble pas être le cas parce que tous les signes, c'est vrai que dans les discours, le CMT promet un processus démocratique, l'organisation d'élections transparentes et ensuite la remise du pouvoir à un civil. Mais tous les signes montrent que ça ne pourrait pas être le cas parce que Mama Kaka, qui est l'actuel président, dit qu'il a reçu ce pouvoir de Dieu. Et donc, est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu qui lui a remis, ce n'est pas la population. Et donc, point d'interrogation, quid de ce qui va arriver. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Azé, pour ce bel exposé. Je vais donner la parole à la salle, donc à l'assistance, pour d'éventuelles questions. Donc, il suffit de lever la main. Voilà, professeur Cardinal, on commence par vous. Allez-y, la parole est à vous. D'accord, merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. Je dois vous dire que je connais très peu les États africains et ma spécialisation et le temps que j'ai passé, c'est surtout dans le monde arabe et en Syrie. Mais ce qui m'a attiré dans votre analyse, quand vous avez parlé, par exemple, des caractéristiques communes entre les différents régimes politiques, donc je réfère à cette diapositive, quand vous parlez de privilèges ethniques, parti unique, police spéciale, république coloniale, puis aussi à la fin, quand vous parlez des défis du processus de démocratisation, puis vous parlez aussi de l'importance du clanisme, de l'ethnicisme et unité nationale. Je constate que dans votre analyse, vous parlez surtout d'ethnie et l'importance, c'est-à-dire l'importance de ce caractère comme déterminant pour l'ordre politique, etc. Vous ne parlez pas de religion. Puis, quand je regarde les noms, 1, 2, 3, 4, 5, des 5 présidents depuis l'indépendance, ben, je vois, pour moi en tout cas, je suis arabisante, je vois des noms qui ressemblent un peu plus à des noms arabes. Donc, je dis, est-ce qu'ils sont des musulmans? Vous avez parlé de l'ethnie du premier président, les Saras, si je ne me trompe pas. Oui. Mais vous n'avez pas parlé des ethnies des autres présidents. Puis là, vous dites que le fils Mohamed, ben, ça sonne très arabe. Et puis que son pouvoir provient de Dieu. Est-ce que c'est un musulman ou... Alors, oui. Est-ce que... je voudrais savoir un peu plus sur le rapport avec le religieux et l'ethnie, et si c'est déterminant en ce qui concerne les régimes politiques et l'identité des présidents au Tchad. Merci. OK. Est-ce que je réponds tout de suite ou Moi, je pense que oui, comme ça c'est mieux. Et après, on donnera la parole à Happy qui a une question. Okay. Merci beaucoup, professeur Monique. C'est une question très, très pertinente. C'est effectivement un élément qui ne ressort pas, que je n'ai pas mentionné, mais vous avez raison de le dire. C'est un élément assez déterminant parce que l'islam est arrivé au Tchad avant le christianisme. Donc, le nord du Tchad, il est musulman, enfin, disons à majorité. Le nord du Tchad est musulman. Et donc, ces noms-là, effectivement, vous avez raison de le mentionner, ce sont des personnes des religions musulmanes. Et cette donne de la religion est aussi importante que la donne de l'ethnie parce qu'elle vient ajouter une nouvelle couche à la donne ethnique. Et donc, la solidarité, quand je parle de clanisme, ethnicisme, quand on dépasse
le niveau de l'ethnicisme et du clanisme, eh bien, c'est la couche religieuse. C'est aussi une raison de discrimination qui existe et même de solidarité politique qui existe. Parce que le Frolina, par exemple, qui se forme dès 1965, donc le Front de libération nationale qui est du Nord, s'appuie également sur le Coran. En dehors de s'appuyer sur les ethnies donc, du Nord disons, maltraitées, qui sont écartées de la gestion, effectivement, ils ne sont pas tous musulmans. Parfois, ça a été évolutif, mais c'est très important, effectivement, cet élément religieux-là. Et même plus loin, en fait, le Frolina a pu bénéficier du soutien de la Libye et du Soudan, par exemple, grâce à la solidarité religieuse. Donc, à cause de l'islam, par exemple, qui reliait un peu ces différents groupes, même si ça n'explique pas tout, parce que Gaddafi, lui, il avait une visée plutôt expansionniste au-delà de l'islam et tout. Donc, effectivement, c'est un élément assez important, cette religion, la religion. Donc, le sud du Tchad est plus animiste et chrétien, alors que le nord, il est plus musulman. Mais ça a assez évolué. Il y a beaucoup plus de Suisses aussi qui deviennent musulmans. Et il y a certaines ethnies du centre également qui ont connu le christianisme également très tôt. Ça n'explique pas tout, mais oui, l'élément religieux entre également en jeu. Et d'ailleurs, lors de la conférence nationale souveraine organisée en 1993 sous Idriss Déby, l'imam de N'Djamena a demandé à ce que le Tchad soit établi comme un État islamique avec l'application de la charia, lors de cette conférence qui réunissait tout le monde. Et là, il y avait l'évêque qui lui venait du sud du Tchad, donc l'évêque de Mondou, qui s'est opposé et qui a demandé plutôt que ce soit un État laïque qui soit établi. Et donc, il y a l'ethnicisme, il y a le clanisme, il y a la religion et il y a également la langue, parce qu'aujourd'hui, il y a également l'arabe est venu s'ajouter comme une langue, une deuxième langue officielle, en plus du français qui est hérité de la colonisation. Et donc, il y a également cette opposition linguistique qui s'oppose entre arabophones, francophones. Et donc, vous avez raison de le mentionner, c'est également un élément très, très important d'analyse. Merci beaucoup. Et merci pour la question. Parfait. Donc, on passe la parole à Happy. Et ensuite, s'il n'y a pas d'autres personnes qui demandent la parole, j'aurai ma propre question à poser, moi aussi. Ok, vous m'entendez? Oui. Ok, merci Azé pour ton brillant exposé. Alors, ma question c'est, bon, j'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'on peut faire le lien entre ce que Tombalba il a dit, entre guillemets la malédiction, et l'avènement au pouvoir de Mamad Déby? Est-ce que c'est lui le 5e président parce qu'il dit qu'il tient son pouvoir de Dieu? Est-ce que c'est lui qui doit gouverner le Tchad? Donc c'est ma première question. Est-ce qu'on peut faire un lien, ou bien c'est lui le 5e qui doit diriger, ou bien il y a un autre président qui va venir diriger? Est-ce que on peut prendre en considération ce que Tombalba il a dit, parce que effectivement après lui il y a une succession de coups d'état, de crises, la prise de pouvoir par la force, apparemment comme si ce qu'il a dit serait en train de se réaliser au Tchad. Donc j'aimerais un peu avoir ton point de vue sur ce point. Et la deuxième question, c'est par rapport, si j'emprunte ton expression, le paternalisme français. On voit en République centrafricaine que la présence française est de plus en plus diluée par la présence russe. Et il en va de même au Mali pour le moment. Le Mali essaye de suivre l'exemple de la République centrafricaine. Et donc, est-ce que le paternalisme français au Tchad n'est pas un moyen pour la France d'essayer de maintenir son hégémonie, ou bien sa présence, son influence dans la zone CEMAC, bien au niveau de l'Afrique centrale? Et s'il en est ainsi, et que la France craint de perdre à la longue, un peu plus tard, la République centrafricaine et peut-être le Mali, et essaie de garder la même mise sur le Tchad, comment est-ce que on peut analyser ça au vu des élections? Est-ce qu'il y aura vraiment des élections? Est-ce qu'il y aura vraiment une transition démocratique qui va aboutir aux élections, ou bien c'est un fiasco qui va s'organiser? Après, on va organiser les élections et on va garder Idriss Déby, fils, il va garder le pouvoir, enfin, pour maintenir la présence française dans la zone.
Merci, Happy, pour ces deux questions. Alors, pour la première question, le sort jeté par Toumalbaye sur ses successeurs. Alors, ça dépend si on est croyant ou pas, hein. Je ne sais pas si... Euh, euh, Moi, je pense que, enfin, ça dépend ça dépend vraiment des croyances de chaque personne. Moi, je pense plutôt que, en fait, il y a d'autres éléments qui expliquent tous ces faits-là. Alors, est-ce que le sort de Tomalbaye serait un élément métaphysique qui expliquerait qu'il y ait des rébellions à répétition? Euh, Déjà, lui-même, il a créé, au lieu de bâtir un État basé sur la justice, l'égalité, le droit, lui-même, il a jeté les bases de l'injustice, de la violation des droits, de la répression, en commençant par réprimer les populations du Nord. Donc, il a instauré une politique discriminatoire qui réprime les populations du Nord musulmanes, mais pas que seulement, il y a également des populations du centre qui sont touchées, une partie du Mayo-Kébi également, mais moins des personnes de sa religion, de sa région. Eux, ils sont moins touchés. Elles sont moins touchées. Et donc, il jette lui-même les bases de l'injustice, de la mauvaise gouvernance, et qui explique pour moi la suite des événements. Alors, est-ce que ce sort-là, ça compte? Non, mais ce qu'il y a de plus malheureux, c'est que les personnes qui se sont révoltées contre Tomalbaye et qui après ont pris le pouvoir ont encore fait pire que Tomalbaye. Parce que Hissène Habré, qui faisait partie du Frolina, donc dès le départ, qui s'est révolté contre Tomalbaye, il a quitté son poste de sous-préfet pour rejoindre la rébellion. Quand il arrive au pouvoir, vis-à-vis de l'opposition, il crée la direction de documentation et de sécurité, il applique la torture, et des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, plus de 40 000 Tchadiens tués et tout. Et donc, moi, enfin, on est dans un cadre scientifique ici. Et donc, je n'expliquerai peut-être pas, mais je ne sais pas quelles sont tes croyances à toi, mais je n'expliquerai pas toute la succession de ces événements-là par ces sorts. Même si historiquement, on ne l'oublie pas, ces sorts-là. Mais pour moi, ça n'explique pas tout. Lui-même, il a été à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'a pas bâti un État de droit alors qu'il était le premier président. Il avait vraiment l'opportunité donc de créer un Tchad. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est qu'il a été élu, en fait. Il a été élu par 2 fois. Et il instaure au final un système autocratique. Et donc, c'est dictatorial. C'est assez triste. Alors, le paternalisme français, est-ce que c'est pour maintenir l'hégémonie et quel impact sur la transition en cours? Alors, c'est vrai que la France fait tout hein, pour garder sa mainmise, que ce soit en Centrafrique, au Mali ou bien même peut-être en Guinée. Ce n'est pas donné, là. Ce qui se passe actuellement en Centrafrique, ce n'est pas donné cadeau par la France. C'est parce que le président, il prend des initiatives, il ose changer de paradigme, il essaye de se sauver de ce paternalisme et que certains qualifient de néocolonialisme d'ailleurs, parce que depuis les indépendances, la France est restée présente, elle n'est jamais partie. Et les bases militaires sont restées présentes et la France est restée déterminante dans le choix des différents présidents, donc pour des raisons économiques, mais également pour des raisons politiques et militaires. Et donc, ce n'est pas donné. La France fera tout pour garder son hégémonie, ça c'est certain. Ça ne sera pas cadeau là. C'est de la politique, c'est les relations internationales, c'est les intérêts étatiques. Et donc, ça n'augure pas une bonne transition pour le Tchad. Parce que le Tchad, la France, dès le départ, comme elle a soutenu Déby, a déclaré également qu'elle soutient Mamad Déby, parce que ça serait l'homme de la situation, l'homme qui arrangerait les intérêts français. Parce que l'opposition tchadienne et même ceux qui marchent, la population tchadienne qui marche, il y a des drapeaux français qui sont brûlés. Hein. Il y a des noms à la France, noms à la présence française, noms à la présence de l'armée française au Tchad. Et donc, au sein de la population, au sein de l'opposition et même de la société civile, il y a une volonté de rupture vis-à-vis de ce paternalisme-là.
Et certains disent même que actuellement, c'est l'ambassadeur français au Tchad qui serait même en train de jouer les cartes sur place. Et donc, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, c'est de la protection des intérêts. Et donc, pour moi, si il considère Mohamed Kaka comme l'homme disons, l'homme de la poursuite, ou bien l'homme du statu quo, et donc l'homme de la présence continue de la France au Tchad, eh bien, ils vont le soutenir et il se pourrait qu'on n'ait pas une transition tout à fait démocratique. Merci pour tes réponses, Azé. Je vais laisser la parole à Aimé Alix, s'il est toujours avec nous, pour poser sa question. Ensuite, ce sera à mon tour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, Azé, et merci beaucoup pour cette présentation. Je l'ai malheureusement prise un peu en retard, mais c'est pas grave. Ma question sera un peu plus prospective par rapport au fait que tu as annoncé concernant la force du clanisme et de l'ethnicisme dans la gouvernance des États, surtout en Afrique francophone, un peu partout en Afrique, mais particulièrement en Afrique francophone. Effectivement, on remarque que lorsqu'un dirigeant arrive, il favorise beaucoup les gens de la région dans laquelle il est issu. Et par rapport à ça, tu disais que peut-être que la solution pourrait résider dans le fait de développer, de partir d'un État unitaire à un État fédéral. Et ma question était plutôt, comme je disais, dans un objectif de prospective pour savoir, est-ce que le fait de passer, par exemple, d'État unitaire en Afrique à des États fédéraux, est-ce que ça ne favoriserait pas, par exemple, la naissance des mouvements indépendantistes et soumettre l'Afrique à un nouveau genre de problème auquel on n'est pas trop habitué, par exemple, comme on a pu voir au Soudan du Sud, sachant qu'il y a une disparité dans la répartition des richesses et que toutes les zones n'ont pas les richesses en abondance et que si on développe des systèmes un État fédéral et chaque région voudra peut-être garder ce qu'elle possède et on pourrait assister à ce genre de vague de mouvements indépendantistes. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu estimes que ça pourrait être la solution ou c'est un risque à prendre ou alors c'est mieux de rester dans le système où on est et réorganiser la façon de gérer l'État? Merci beaucoup. Azé, s'il te Oui. plaît, et d'ailleurs, je m'adresse aussi à tous les participants. Est-ce qu'on pourrait être plus bref quand on pose des questions? Comme ça, on donne plus de chance aux autres de poser les leurs, parce qu'il me reste au moins 2 autres personnes, et moi, peut-être, j'aurai une question. Donc, et même pour les réponses, Azé, s'il te plaît. Merci. Très bien. Merci. D'accord, j'essaierai d'être bref. Merci beaucoup, Aimé, pour cette très belle question. Fédéralisme et indépendantisme. En fait, malheureusement, les velléités séparatistes existent déjà dans les systèmes unitaires actuellement. Donc, c'est jamais une garantie. C'est vrai que, mais je te donne raison parce que tout part de la gouvernance. Qu'on soit dans le système unitaire ou dans un système fédéral, tout part dans la volonté d'établir un système juste, une gouvernance équitable. Mais ce n'est pas très évident avec le clanisme et l'ethnicisme. Ce n'est pas très évident. C'est pour ça que certaines personnes pensent que des gouvernements locaux et qui finalement sont centralisés par un gouvernement fédéral, ça donnerait plus la chance d'être équitable dans les différents États, des États fédérés, de mieux gérer les ressources et peut-être de définir quelles sont les ressources qui sont nationales et quelles sont les ressources qui sont régionales ou bien locales. Et que ça permettrait d'établir un système beaucoup plus équitable. Et donc, il y a beaucoup de mouvements politiques au Tchad qui prennent le fédéralisme, qui préfèrent le fédéralisme pour combattre ces systèmes claniques unitaires. Mais ce n'est jamais, c'est pas une solution en soi, ce n'est pas une solution définitive. Encore faut-il qu'à la base, il y ait une gouvernance équitable, il y ait la justice, il y ait le respect des droits humains. Donc, à la base, il faut cela, sinon même le fédéralisme ne va pas fonctionner. Et est-ce que ça entraînerait à des velléités séparatistes? Ce n'est pas exclu, c'est pas exclu. Ces velléités existent déjà. Il y a d'ailleurs un mouvement séparatiste. Je ne sais pas s'ils sont assez sérieux. Mais il y a un mouvement séparatiste au Tchad. Et même le Flourina lui-même, quand il allait en rébellion, il avait dans son plan
la séparation ou, disons, la division du Tchad. Et au sud du Tchad, il y a également un mouvement séparatiste qui parle beaucoup, dont tes représentants ont fait beaucoup de discours. Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, mais dans la population, on remarque quand même qu'à cause de l'injustice, parce qu'en fait, tout part de l'injustice. Si la question de l'injustice, de la répartition des richesses, de l'équité, de la gestion de la chose publique, si ces questions-là sont résolues de façon équitable, eh bien, on n'aurait pas forcément besoin du fédéralisme. C'est par défaut, en fait, qu'on prend le fédéralisme en espérant que regroupés dans leur propre ethnie, dans leur propre camp, ça ferait moins d'injustice et ça favoriserait plus d'inclusion. Excellent. Merci, Azé. Emmanuel. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci à celui qui a présenté. Je vais aller très vite. Je crois que le Tchad aussi fait partie des pays qui connaissent le problème de sécurité, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je voulais savoir, en parlant de la gouvernance de cette sécurité-là, vous avez mentionné l'existence de police spéciales, de même que de groupes privés de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les relations entre ces groupes et ces polices spéciales-là et l'armée nationale et aussi la population? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des oppositions sous forme d'hostilité, etc.? Merci. OK, merci pour la question. En fait, les polices spéciales et les groupes de sécurité, c'est la même chose. C'est juste les noms qui changent à travers les différents gouvernements. Mais c'est la même chose. Et la base de ce groupe, disons, de cette armée dans l'armée, c'est qu'elle est basée toujours sur le clanisme, en fait. En général, le gouvernant désigne ses proches pour former une armée clanique qui protège donc sa personne, qui protège son pouvoir et donc le gouvernement clanique, donc une sorte d'armée dans l'armée et vis-à-vis de l'armée globale. Donc au Tchad, aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, il y a la DGSI, par exemple, qui est une armée dans une armée. Avec Tomalbaye, il y a eu donc les compagnies tchadiennes de sécurité. Avec Hissène Habré, c'était les DDS et également ses proches dans l'armée qui l'entouraient. Et donc, ça crée des frictions parce que c'est ça qui va causer la chute de Tomalbaye. Parce que Tomalbaye va favoriser les éléments de son ethnie qui sont autour de lui et qui avaient des privilèges, alors que les autres membres de l'armée sont un peu écartés et bénéficient de moins de privilèges. Et c'est ça qui va causer sa chute. Et ça va aussi également causer la chute d'Hissène Habré parce que les membres de son ethnie seront privilégiés. Et après la guerre contre la Libye, une fois rentré, tous les membres de son ethnie et donc qui composent le noyau tout autour de lui ont été rémunérés, ont été payés, alors que les autres n'ont pas été payés. Et donc, lorsque Idriss Déby forme sa rébellion et vient attaquer Hissène Habré, eh bien, les autres ont dit, bah, nous, on n'a pas été payés, on a été écartés, donc nous, on va plus battre. Nous n'allons plus nous battre à tes côtés. C'est comme ça que Hissène Habré, hein, c'est quasiment sans livrer bataille contre Idriss Déby, qu'il quitte le pouvoir. Et donc, effectivement, ça crée un mécontentement. Et ça peut même créer des dissensions parce qu'aujourd'hui, on note, par exemple, au Tchad, certains officiers qui rejoignent des rébellions, qui rejoignent le FARC ou bien qui créent leur propre groupe de rébellion. Et donc, c'est toujours cette question d'injustice, en fait. Ce n'est jamais équitable, ça crée toujours des mécontentements et donc, naturellement, des ripostes sous forme de rébellion en général. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon, merci. OK. Et donc, la parole est à Rachid. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci à M. Azé pour l'exposition. Bonjour Rachid. Rachid est du Tchad aussi, donc si j'ai... Oui, c'est vraiment... je l'ai pris un peu avec un retard parce que j'avais une connexion, mais là, ça va. J'ai eu le résumé un petit peu par le professeur Marie aussi qui m'a envoyé cela. Mais déjà, moi, ma question s'adressait direct par rapport à la dernière partie que tu viens de répondre à Emmanuel également. Les promesses, par exemple, et les accords qui ont été tenus par Déby Père, par exemple, est-ce que tu penses que ces accords ne vont pas déteindre direct sur le Tchad arrivé à un certain moment? Parce que déjà, comme tu l'as évoqué avant de terminer ta présentation,
il y a eu un groupe qui vient de se former, par exemple, au Nord, qui vient sur N'Djamena bientôt. Par exemple, est-ce que ce n'est pas déjà des frustrations qui naissent, par exemple, des accords que le père n'a pas respectés et qu'il se pense que le fils ne va pas respecter également? Donc maintenant, est-ce que la prise de pouvoir par Mamad Kaka aujourd'hui n'est pas en train d'éteindre également sur la sous-région, par exemple, en dernier lieu ici en Guinée, que le colonel Mamadou, je ne sais pas si c'est excusez-moi, mais je ne maîtrise pas très bien. Mamadi Doumbia, je crois. Mamadou Doumbia, merci. Oui, par exemple, oui, et au Mali et tout. Est-ce que tu ne penses pas que cela est une motivation pour les chefs militaires dans tous les pays de la sous-région pour confisquer le pouvoir par la suite? Merci. Okay. Merci beaucoup pour ta question. Alors, accord non respecté, je suppose que tu parles d'accord entre Déby et les groupes militaires, c'est ça? Oui, parce que Déby a passé beaucoup d'accords avec les groupes rebelles qui étaient en train d'arriver. Souvent, il partait dans les pourparlers, par exemple, même avec les derniers rebelles qui venaient de la Libye. Il est parti avec des pourparlers et il a tenu des accords, ça c'est sûr, parce qu'ils se sont repliés sur eux. Donc, est-ce que ces accords vont être respectés par le fils ou il va les... Je ne sais pas. Alors, c'est une bonne question parce que, comme on le dit actuellement, on est en période de transition et il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette transition-là. En plus des partis politiques, de la société civile, de la population tchadienne et même de la diaspora qui joue un rôle très, très, très important dans cette transition politique-là, il y a les politico-militaires. Et l'actuel gouvernement, donc le CMT, est en pourparlers avec les politico-militaires. Là, par exemple, je crois qu'ils se réunissent à Lomé. Ils se réunissent à Lomé pour pouvoir trouver des accords. Ce n'est jamais donné parce que les pourparlers sont en cours. Et même avec le FACT, parce que ils étaient censés avoir un accord, mais finalement, il semblerait qu'ils ont attaqué le FACT encore il y a quelques jours. Et donc, finalement, on risque encore d'assister à des combats là, dans les jours à venir au Tchad. Alors, est-ce que le fils Déby hérite des accords militaires de son père? Peut-être que oui, mais lui, il a le défi actuellement d'établir des raccords ou bien de pérenniser ces accords-là avec ces groupes militaires-là. Donc, il y en a qui n'ont pas établi d'accord militaire avec Déby père, tel que le FACT, face à qui Déby père a trouvé la mort d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui se créent. Donc, c'est à lui d'ouvrir des pourparlers avec ces différents groupes militaires. Et certains de ces groupes ont même pour prétention de venir instaurer la démocratie au Tchad. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut y croire, mais ce n'est jamais une garantie parce que tous les groupes militaires qui se sont succédés au Tchad, il n'y en a aucun qui a instauré la démocratie. Et donc, si un groupe se forme et qui dit qu'il veut venir instaurer la démocratie, peut-être que oui, mais ça ne va pas de soi. La population tchadienne a toujours le même défi face à n'importe quel groupe militaire qui va revenir. C'est celui de pouvoir lui imposer un processus démocratique. Voilà. Et maintenant, concernant les coups d'État, effectivement, et certains analystes le disent, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Tchad, la France a dit ce n'est pas un coup d'État et l'Union africaine dit ce n'est pas un coup d'État. Alors que pendant ce temps, on disait qu'au Mali, c'était un coup d'État. Et bizarrement, pour certains, il y a un lien direct avec ce qui se passe au Tchad. Ensuite, on a assisté au coup d'État en Guinée, ensuite encore le Mali qui est revenu. Peut-être que demain, ça sera la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas encore quoi. Donc, l'Union africaine elle-même ne respecte pas ses principes démocratiques parce qu'elle, dans ses principes, dans sa charte, elle établit clairement qu'elle est contre disons, la prise du pouvoir anticonstitutionnel. La prise anticonstitutionnelle du pouvoir. Le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Merci Nidal. Le changement anticonstitutionnel du pouvoir. Et cette même Union africaine, avec son président Etienne Tshisekedi, donne carte blanche à Mamad Kaka en disant que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est tellement scandaleux. C'est tellement scandaleux. Même chose pour la France. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils vont dire, c'est quand même honteux pour l'Union africaine. Aujourd'hui, ils condamnent la prise de pouvoir, ailleurs, ils disent que c'est un coup d'État. Alors que dans le même procédé, ils disent que ce n'est pas un coup d'État, peut-être à cause de la pression de la France aussi, qui sait. Mais voilà, tu as raison de dire que ça risque ça peut être causé déjà, c'est peut-être à la source des coups d'État qu'on vit et peut-être des autres qu'on va encore vivre. Peut-être que les militaires, ils vont se dire, je peux le faire finalement, si je prends le pouvoir, ça suffit.
Merci, merci. Est-ce que cette réponse te satisfait, Rachid? Oui, directement, mais je voulais revenir direct sur la première parce que est-ce que ce n'est pas une certaine manière de donner une pérennisation au non-débit au pouvoir? Si la France et l'Union africaine essaient de légitimer un petit peu Mamadkaka, ce n'est pas une manière de pérenniser complètement le non-débit au pouvoir? Est-ce qu'on aura un air absent débit ou à cause de ces accords qu'il va essayer de tenir, est-ce qu'après les 18 mois qu'il a donnés pour la transition, il ne va pas se dire qu'il veut encore plus de temps parce qu'il n'a pas tenu à finir tous les accords que son père a passés? Je ne pense pas si tu as pu réfléchir sur cet angle parce que les 18 mois sont bientôt finis et il faudrait penser aux élections, mais est-ce qu'ils vont vraiment avoir ces élections ou il va reconduire encore une transition? Ouais, ben, je l'avais déjà mentionné, ben, c'est parce que peut-être tu es arrivé après que tu ne m'as pas écouté, mais il n'y a rien qu'une garantie des élections libres et transparentes là, pour le Tchad. Tous les actes du CMT aujourd'hui montrent qu'ils veulent rester, ils veulent continuer à rester au pouvoir, ou du moins créer un système qui pérennise le système des biopouvoirs. Ils refusent de changer la charte, une charte qui est dictatoriale, qui donne tous les pouvoirs au président. Ils refusent de conclure des accords militaires. Au contraire, ils préparent plutôt la guerre parce qu'ils sont en train de construire des tranchées au Tchad, ils sont en train de bâtir tout autour de N'Djamena. N'Djamena, c'est devenu comme un champ de guerre, ils sont en train de creuser des tranchées et tout. Donc, et ils attaquent en même temps les facts. Si on veut la paix, si on veut un processus démocratique, on ne fait pas ça. Donc, ce sont des signes pour moi qui montrent que vraisemblablement, il n'y aura pas de transition démocratique et que peut-être qu'il faut une pression. Et s'il y en a, il faut une pression extérieure. Il faut des forces qui les obligent à le faire. Mais par eux-mêmes, c'est clair qu'il n'y a pas de volonté politique de démocratisation. Excellent. Comme on a épuisé notre temps, je vais vraiment poser ma question très rapidement. C'est une question technique. Peut-être que tu as envisagé un peu cette question-là durant ton exposé, mais que je devais répondre à des mails très importants du CIRAM. Donc, je m'excuse si tu as déjà traité de la question. En ce qui concerne les constitutions tchadiennes ou la constitution, est-ce que chaque président a porté avec lui, en arrivant au pouvoir, sa propre constitution? Ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie, aujourd'hui, quelles sont les intentions de ceux qui détiennent le pouvoir actuellement? Parce que pour une transition démocratique, à mon avis, la transition constitutionnelle est très importante, c'est vraiment un pilier. Est-ce qu'ils ont l'intention d'élaborer une nouvelle constitution? Et quelles sont leurs intentions par rapport au processus constituant qui devra mener à l'élaboration de ce texte? Est-ce qu'ils entendent adopter une approche participative? Est-ce qu'ils entendent vraiment laisser le travail à une commission d'experts restreinte? Comme ça, le processus sera fermé. Est-ce que tu as des informations à ce sujet-là? Alors, merci Nidal pour cette question. Elle est très importante parce que effectivement, la Constitution établit des principes. Et si on ne respecte pas les constitutions, c'est vraiment un État voyou qui fait n'importe quoi. Et le Tchad, c'est vraiment l'État typique voyou qui fait n'importe quoi parce que personne ne respecte jamais la Constitution. Si tu l'as noté, les différents gouvernements qui ont pris le pouvoir, c'est par la force, c'est par des coups d'État militaires qu'ils ont pris le pouvoir. Donc, le processus constitutionnel, il est toujours bafoué à chaque fois. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils adoptent une charte. Après, ils parlent de démocratie. Bien sûr, la démocratie au bout du canon, où celui qui tire le plus de coups de feu est victorieux. Je crois que c'est ça, peut-être, ce qu'ils appellent démocratie. Et donc, la Constitution pour le Tchad, ça n'a aucune valeur. C'est vraiment un torchon qui n'est respecté par personne. Et Déby lui-même, pendant son règne, il a peut-être changé, je ne sais pas si il a changé 5 fois la Constitution. Parce qu'au début, en 1996, limitation à 2 mandats. Ensuite, il a modifié, je crois, en 2001. Ensuite, en 2005, encore, il a encore modifié. Et encore récemment, il a encore modifié la Constitution pour hausser l'âge de participation électorale, donc pour écarter certains jeunes opposants qui avaient de l'envergure et tout, qui pouvaient peut-être le menacer. Bref, la Constitution au Tchad. Et le Parlement, c'est la même chose. C'est un Parlement dans la poche. Et donc, à chaque fois qu'on dit changer, allez, tout le monde lève la main. Et donc, au Tchad, chaque président vient avec sa constitution. Il ne vient même pas avec une constitution, il vient avec une charte de transition qui lui donne tous les pouvoirs. Ensuite, il met en place, comme c'est le cas aujourd'hui avec le CMT, il met en place un conseil national de transition qui est une sorte de parlement et qui est dans la poche également parce que les règles de mise en place de ce parlement de transition sont régies sont instituées par la charte. Et la charte qui donne donc tout le pouvoir à celui qui est là actuellement.
Et donc, on met en place un Conseil national de transition acquis aux détenteurs du pouvoir et qui va adopter une constitution, parce qu'il y a la charte d'adopter une constitution et encore qui sera acquise ou bien qui sera sur mesure et qui permettra encore de perpétuer le système. Donc, c'est très malheureux le Tchad. Mais il y a un opposant politique dernièrement qui a dit qu'on devrait retourner à une des constitutions, la constitution de 96 notamment, ou bien même la constitution que Déby a établie qui en principe, normalement, c'est le président de l'Assemblée qui devait être président actuellement au Tchad et qui aurait normalement 3 mois pour organiser les élections et passer la main. Et donc, il y a des opposants qui appellent au respect des principes constitutionnels. Malheureusement, les militaires qui sont au pouvoir ne l'entendent pas de la même oreille et voilà, pas de respect de la Constitution, malheureusement. Merci beaucoup, Azé. Merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions et nous, on a épuisé notre temps. Donc, je tiens à remercier encore une fois Azé pour sa belle prestation, pour sa belle présentation. Je remercie l'assistance, tous les participants. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour une autre conférence midi du CIRAM. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci Nidal encore pour l'invitation. Merci au CIRAM. Merci à tout le monde d'avoir été là et pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, à bientôt.